On va parler d'un braquage aujourd'hui. Mais attention, oubliez les banques ou les coffres-forts. On plonge dans une opération bien plus subtile qui se déroule à une échelle totalement invisible. Alors, à votre avis, qui est le pirate le plus efficace, le plus redoutable qui existe? Celui qui réussit son coup à la perfection à chaque fois? Eh bien, la réponse est assez déroutante. Ce coupable n'a pas de cerveau. Il n'a pas de plan conscient. Et pour être tout à fait précis, il n'est même pas considéré comme vivant. Et pourtant, il est programmé pour une seule et unique chose, une mission implacable, se répliquer, par tous les moyens. On parle bien sûr du virus. Bon, pour comprendre le braquage, il faut d'abord bien identifier le braqueur. C'est quoi un virus exactement? Alors, la définition scientifique peut sembler un peu barbare. En gros, un virus, c'est une sorte de paquet qui contient un mode d'emploi. Mais le point crucial, le truc à retenir, c'est l'expression « parasite intracellulaire obligatoire ». Ça veut simplement dire qu'il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Sans une cellule à pirater, il est complètement inerte. Si on le compare à une cellule vivante, comme les nôtres, c'est le jour et la nuit. Une cellule, elle, est autonome. Elle a de l'ADN et de l'ARN. Elle peut grandir, produire son énergie, se diviser, bref, elle vit sa vie. Le virus, lui, c'est l'ultraminimalisme. Juste un seul type de plan, soit de l'ADN, soit de l'ARN, jamais les deux, et pour tout le reste, il est dépendant. C'est pour ça qu'on le place à cette fameuse frontière entre le vivant et la matière inerte. Ok, maintenant qu'on a identifié le coupable, ouvrons sa mallette. Quels sont les outils qu'il utilise pour son braquage? L'élément central, c'est bien sûr le plan d'action, le génome viral. C'est son logiciel. À l'intérieur, toutes les instructions sont codées. Comment entrer, comment prendre le contrôle et comment se multiplier. Ce plan, évidemment, il faut le protéger. C'est le rôle de l'armure, qu'on appelle la capside. C'est une coque super résistante faite de protéines, un véritable coffre-fort pour le génome. Et attention, ce n'est pas juste une boîte. On a affaire à de vrais bijoux d'architecture. La capside peut être cubique, comme un dé à 20 faces. C'est le cas pour l'hépatite B. Elle peut être en spirale, hélicoïdale, ou même avoir une structure ultra complexe, qui fait penser à un module lunaire, comme pour le phage D4. C'est fascinant. Certains virus sont un gadget en plus dans leur arsenal, une sorte de passe-partout, l'enveloppe. Et ce qui est fou avec cette enveloppe, c'est que le virus l'a tout simplement volée à la dernière cellule qu'il a infectée. Alors cette enveloppe, c'est malin, mais c'est aussi un point faible. D'un côté, elle porte des protéines de surface, les spicules, qui agissent comme des clés pour s'accrocher et entrer dans la prochaine cellule. Très efficace. Mais d'un autre côté, cette membrane est fragile. Un peu de savon, de chaleur, et elle peut être détruite. C'est pour ça que les virus nus, sans enveloppe, sont souvent bien plus coriaces dans l'environnement. Bon, on a les outils, on a le plan. Passons à l'action. Le braquage en lui-même, comment le virus pirate la cellule. Tout est dit dans cette phrase. Détourner la machinerie cellulaire. Le virus ne se contente pas d'entrer et de se copier. Non, il prend les commandes de l'usine. Il force la cellule à arrêter tout ce qu'elle était en train de faire pour ne travailler que pour lui. C'est une prise de contrôle totale. Et ce piratage se déroule en 6 étapes, une mécanique parfaitement huilée. D'abord, l'attachement à la cible. Puis, la pénétration, l'effraction. Ensuite, la décapsidation. Le virus ouvre sa mallette et sort son plan. Vient alors l'étape clé, la réplication. L'usine tourne à plein régime pour lui. Après, c'est l'assemblage des nouvelles troupes. Et enfin, l'étape 6, la libération, la grande évasion. C'est vraiment pendant cette phase de réplication que tout bascule. Le génome viral devient le nouveau chef d'orchestre. Les propres projets de la cellule, stoppés net. Toute l'énergie, toutes les ressources sont redirigées vers un seul objectif, produire en masse des copies du virus. Et le butin de ce braquage est colossal. Pour un seul petit virus qui est entré, la cellule va en produire entre 100 et 1000 nouveaux. Imaginez un peu le rendement. C'est une véritable armée qui est alors relâchée, prête à prendre d'assaut les cellules voisines. Une fois que les copies sont faites et prêtes à partir, que devient la cellule qui a été piratée? Eh bien là, le virus a 2 stratégies principales, soit la destruction immédiate, soit l'infiltration discrète. On a donc 2 scénarios. Le premier, c'est la méthode smash and grab, le cycle lithique. Le virus se multiplie à toute vitesse et pour sortir, il fait tout simplement exploser la cellule. Efficace, mais disons assez peu discret. Et puis il y a la méthode de l'agent dormant, le cycle lysogénique. Là, le virus intègre son plan dans celui de la cellule et il attend, il se fait oublier. La cellule continue sa vie, se divise et à chaque fois elle copie le plan du virus sans même le savoir, jusqu'au jour où un signal le réveille et lance la production de masse. Heureusement, toute cette connaissance sur le mode opératoire des virus, eh bien ça nous donne justement des armes pour perturber leur mission et pour riposter. C'est tout le principe de la virologie moderne. En décortiquant chaque étape du piratage, on peut chercher des failles à exploiter. On peut essayer de bloquer la serrure pour empêcher le virus d'entrer, de saboter les machines qui le copient ou de l'empêcher de s'échapper.
Chaque étape est une cible potentielle. Pour ça, on a globalement deux grandes approches. D'un côté, les antiviraux, eux, ils agissent pendant l'infection comme des saboteurs qui viennent enrayer une étape précise de la réplication du virus. Et de l'autre, les vaccins. Eux, c'est de la prévention, ils agissent avant. L'idée, c'est d'entraîner notre système de sécurité interne, le système immunitaire, à reconnaître le visage de l'ennemi pour le neutraliser dès son arrivée. Pour cet entraînement, il y a principalement deux techniques. Soit on montre à nos défenses une sorte de portrait robot du virus, c'est le vaccin inactivé ou tué, il est totalement inoffensif. Soit on organise un combat d'entraînement avec un adversaire très affaibli, c'est le vaccin vivant atténué. Il ne peut pas nous rendre malades, mais il est assez réaliste pour que notre corps apprenne à se défendre parfaitement. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. C'est une course à l'armement qui ne s'arrête jamais. Le virus évolue constamment, il s'adapte à nos défenses, il change de stratégie. La question est donc, quelles seront ses prochaines missions? Et surtout, comment serons-nous prêts à y faire face? Le jeu du chat et de la souris est loin d'être terminé.